Dans les rues animées de Louisville, dans le Kentucky, un jeune homme se prépare à marquer l'histoire. Cassius Marcellus Clay Jr., plus tard connu sous le nom de Mohamed Ali, débute sa carrière avec une ambition dévorante et un talent indéniable qui allait bientôt captiver le monde. Clay fait ses premiers pas dans la boxe à l'âge de 12 ans. Guidé par l'entraîneur local Joe Martin, il devient rapidement un phénomène local, se distinguant par sa vitesse et sa technique plutôt que par sa force brute. Sa carrière amateur est couronnée de succès, culminant avec une médaille d'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Après sa victoire olympique, Cassius Clay ne perd pas de temps. À seulement 18 ans, il passe professionnel sous la tutelle de l'entraîneur Angelo Dundee et commence rapidement à accumuler des victoires. Sa capacité à prédire les rounds dans lesquels il mettrait KO ses adversaires, ainsi que son style flamboyant, tant dans le ring qu'en dehors, forge rapidement sa réputation. Dès son premier combat professionnel contre Tunei Unsaker, en octobre 1960, Clay montre un avant-goût de ce qu'il allait devenir sa marque de fabrique. Agilité, rapidité et un charisme inégalé. Il enchaîne les victoires, chacune augmentant son assurance et son allure de futur champion. En février 1964, le jeune Cassius Clay fait face au redoutable Sonny Liston, champion du monde en titre des poids lourds. Peu de gens donnent à Clay une chance de victoire. Mais avec une confiance désormais légendaire, il prédit un chaos spectaculaire et contre toute attente, il domine Liston, qui abandonne à l'appel du 7e round, propulsant Clay sur le devant de la scène mondiale. Ce combat marque le début de l'ascension de Cassius Clay, non seulement en tant que champion du monde des poids lourds, mais aussi en tant que figure emblématique mondiale. Son audace et son talent indiscutable annoncent une nouvelle ère dans le monde de la boxe, une ère où Mohamed Ali allait devenir bien plus qu'un champion. La victoire contre Sonny Liston n'est pas seulement un tournant de la carrière de Cassius Clay. Elle marque aussi le début d'une transformation personnelle et spirituelle profonde. Peu après ce combat, il prend une décision qui va changer littéralement sa vie et secouer le monde. Il se convertit à l'islam et devient donc Mohamed Ali. Ali ne cache pas sa conversion à l'islam, un choix influencé par Malcolm X et l'organisation Nation of Islam. Cette décision n'est pas seulement religieuse, mais également un acte de rébellion contre les normes raciales et identitaires de l'époque. Il renonce à son nom d'esclave, Cassius Clay, pour embrasser une identité qui, selon lui, reflète mieux sa véritable essence. La transformation de Clay en Ali ne passe pas inaperçue et provoque des réactions mitigées. Alors que beaucoup saluent son courage, d'autres, y compris dans l'industrie de la boxe, le critiquent et le rejettent. Ali devient une figure controversée, admirée pour son indépendance, mais souvent isolé à cause de ses prises de position tranchées. Sur le ring, Mohamed Ali continue de dominer ses adversaires avec une aisance déconcertante. Entre 1964 et 1967, il défend avec succès son titre de champion du monde à plusieurs reprises, battant des adversaires comme Floyd Patterson et Henry Terrell, ce dernier refusant d'appeler Ali par son nouveau nom, ce qui alimente un combat particulièrement chargé en émotions. Ali ne se contente pas de combattre dans l'arène, il engage aussi des combats en dehors de l'arène. En 1966, lorsqu'il est appelé pour servir dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, il refuse d'y aller, invoquant ses convictions religieuses et son opposition à la guerre. « Je n'ai rien contre les Viet Cong », déclare-t-il, une position qui lui vaut admiration et réprobation intense. En 1967, les répercussions de son refus de servir son immense pays, Ali est reconnu donc coupable de refus de service militaire, privé de son titre de champion du monde, et sa licence de boxeur est tout aussi suspendue.
pour les 3 prochaines années, le plus grand boxeur de sa génération est banni des rings, entamant une période de lutte judiciaire et personnelle. Cette période de la vie d'Ali est marquée par une profonde introspection et des défis qui vont bien au-delà de la boxe. C'est une époque de transformation, non seulement pour Ali lui-même, mais aussi pour la société américaine qui se débat avec des questions de race, de guerre et de résistance civile. Mohamed Ali n'est plus seulement un champion du monde, il est devenu un symbole mondial de la résilience. Pendant son exil forcé du ring, Ali devint un conférencier actif, s'adressant à des audiences à travers le pays sur des sujets de justice sociale, de race et de religion. Sa capacité à articuler ses vues avec charisme transforme son image de sportif à celle d'un leader d'opinion influent. Durant cette période, Ali est soutenu par de nombreuses figures de premier plan du mouvement des droits civiques. Sa position lui gagne l'admiration de ceux qui voient en lui un champion de la liberté et de l'opposition à l'injustice, solidifiant son rôle en tant que figure emblématique au-delà de la boxe. En 1970, après presque 4 ans d'absence, la Cour suprême des États-Unis renverse sa condamnation. Libéré de ses charges légales, Ali retourne sur le ring le 26 octobre 1970. Affrontant Jerry Kerry, il remporte le combat par KO technique au 3e round, signifiant de manière spectaculaire son retour triomphal. Après avoir reconquis sa liberté et son droit de combattre, Mohamed Ali s'engage dans une quête pour retrouver le titre de champion du monde poids lourd. Mais c'est une route qui s'annonce semée d'embûches, avec de nombreux champions sur le devant de la scène à présent. Le 8 mars 1971, dans ce qui est appelé le combat du siècle, Ali affronte Joe Frazier, qui avait remporté le titre en son absence. Le Madison Square Garden est le théâtre de cet affrontement historique. Malgré une performance impressionnante, Ali subit la première défaite de sa carrière professionnelle. Frazier le mettant au tapis avec un puissant crochet gauche lors du 15e round. Déterminé à prouver qu'il reste le meilleur, Ali ne se laisse pas décourager. Il enchaîne les victoires contre les adversaires tels que Jerry Kerry, Oscar Bonavena et Bob Foster, affichant des performances qui réaffirment ses prétentions au titre. En 1974, Ali a l'occasion de prendre sa revanche sur Frazier, qui avait perdu le titre face à George Foreman. Leur deuxième affrontement n'a pas le titre en jeu, mais l'enjeu reste élevé. Ali domine Frazier et gagne par décision unanime, redorant son image de prétendant au titre. La vraie opportunité pour Ali de reconquérir le titre arrive avec le Rumble in the Jungle à Kinshasa, au Zaïre, contre le redoutable George Foreman, invaincu et considéré comme invincible. Le 30 octobre 1974, devant un public de 60 000 personnes, Ali utilise la tactique désormais célèbre de la rope et dope, absorbant les coups de Foreman avant de passer à l'offensive dans les rounds tardifs. Épuisé, Foreman succombe au 8e round et Ali redevient le champion du monde poids lourd. Le Rumble in the Jungle reste l'un des plus grands moments de l'histoire du sport, symbolisant le génie tactique d'Ali et sa résilience incroyable. Ce combat n'était pas seulement une victoire sportive, mais aussi une affirmation de son statut de légende vivante, prouvant à tous qu'il était véritablement the greatest. Après avoir reconquis le monde et prouvé qu'il était le meilleur, Mohamed Ali n'était pas encore prêt à quitter le ring. Sa carrière continue avec des hauts et des bas, chacun marqué par des moments qui transcendent le sport. Après sa victoire historique dans le Zaïre, Ali continue à défendre son titre avec succès. Il bat des adversaires de renom comme Ron Liley et Joe Bugner. Cependant, chaque combat est de plus en plus difficile, reflétant des signes d'un guerrier en fin de parcours, mais toujours résistant. En 1975,
Ali et Frazier se retrouvent pour leur troisième et dernier affrontement à Manille, connu sous le nom de la Thrilla in Manila. Ce combat brutal est l'un des plus éprouvants de sa carrière. Ali gagne par abandon de Frazier après le 14e round. Une victoire amère, marquée par l'extrême fatigue et la douleur des deux hommes. Les années suivantes sont marquées par un déclin progressif de ses performances. Ali perd son titre en 1978 face à Leon Spinks, bien qu'il le récupère plus tard la même année, devenant le premier triple champion du monde poids lourd. Mais en 1980, une défaite cuisante contre Larry Holmes montre qu'il est temps de raccrocher les gants. Il se retire définitivement après une dernière défaite en 1981 contre Trevor Berbick. Au-delà du ring, Ali consacre la majeure partie de sa vie post-sportive à l'humanitarisme. Luttant contre la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 1984, il utilise sa notoriété pour sensibiliser et lever des fonds pour la recherche. Sa présence aux Jeux Olympiques en 1996 à Atlanta, où il allume la vasque olympique, reste un moment fort, émouvant. Mohamed Ali décède le 3 juin 2016. Son héritage dépasse largement les limites du sport. Activiste des droits civiques, icône culturelle et porte-parole mondiale pour la paix. Ali a utilisé sa performance et sa plateforme pour lutter contre l'injustice et promouvoir des valeurs d'amour et d'unité. Ses funérailles suivies dans le monde entier témoignent de l'impact profond qu'il a eu bien au-delà des cordes du ring. La légende de Mohamed Ali n'est pas seulement celle d'un champion du monde, mais celle d'un homme qui a bravé les défis, à la fois physiques et sociaux, pour laisser une empreinte indélébile sur le monde. Son nom, synonyme de combat et de résilience, continue d'inspirer des générations. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si l'histoire d'Ali vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de partager votre opinion dans les commentaires. À la prochaine pour d'autres histoires incroyables sur les vrais buzz. Bye bye.